Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à la Chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle, une très belle institution que l'on va découvrir au fil d'une série tout au long de l'année avec l'hebdomadaire La Semaine, et je vais rencontrer tout de suite le propriétaire des lieux, ou presque, le président Philippe Fischer. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Comment ça va tout d'abord? Ça va bien, merci de nous rendre visite dans notre bel établissement. C'est normal. Un bel établissement, une institution centenaire qui a vu le jour il y a 101 ans exactement, c'était le 11 avril 1923. Ouais. Centenaire mais modernisé au goût du jour, je tiens à préciser. Et puis voilà, avec son personnel, toutes ses activités, on va se faire un plaisir de découvrir ça ensemble. Eh ben c'est parti, allons-y, on y va. Alors attention Arnaud, quand on rentre ici... Il y a un code, il faut faire attention, il ne faut pas parler trop fort. Non, il y a un risque d'addiction à l'artisanat. Voilà. Philippe, je t'apprends rien, l'artisanat est la première entreprise en France. Et c'est vrai que la Chambre de métiers d'artisanat de Moselle est au service de 26 000 entreprises et 1100 apprentis. Quand on parle de ces chiffres-là, c'est quand même équivoque et c'est assez bluffant. Oui, c'est surtout impressionnant parce que quand on rentre pour la première fois ici, surtout en tant que responsable et élu, on ne connaît pas forcément cette grosse machine qui est la Chambre des métiers. Donc, comme tu l'as dit, Arnaud, c'est 26 000 entreprises, c'est 1100 apprentis et c'est surtout 190 collaborateurs ici à gérer. Donc, avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça concerne, quoi. Je crois qu'il y a au total 30 formations dispensées dans tous les métiers, les métiers de service, les métiers d'art, les métiers de bouche, comme on dit, et ça doit te parler, toi, qui est pâtissier. Il y a la boucherie, il y a la poissonnerie, il y a plein de choses. Et puis il y a d'autres formations dispensées qui sont peut-être un petit peu plus atypiques, comme prothésiste. En tout cas, il y a 30 formations au total. Oui. Alors ici, c'est la maison mère. On est à Metz, donc il y a plus d'administratifs que de formation. Ici, on a principalement l'alimentaire, on a l'électricité, avec l'électromécanique et tout ce qui concerne l'électricité. Et puis, de l'autre côté, nous avons la boulangerie, la pâtisserie, CAP chocolatier, nouveau. En face, un nouveau bâtiment qu'on a construit, qui est en service depuis 5 ans. C'est tout l'espace boucherie, charcuterie, traiteur et poissonnerie. Et donc sur les autres sites, puisque nous avons 2 autres sites, à Thionville et à Forbach. Thionville, on a l'infographique qui marche très bien. Et principalement, on a aussi la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie. Et on a Forbach. Alors Forbach, c'est plus un pôle, majoritairement un pôle mécanique auto. Tout ce qui concerne l'auto, la mécanique auto, la carrosserie, avec des résultats encore là, où on a emmené des jeunes au WorldSkid, au meilleur apprenti de France. Voilà. Alors moi, je suis plus sucré que salé. Je veux bien que tu m'emmènes voir un petit peu les laboratoires, peut-être aller au hasard, chocolatier et pâtisserie. Forcément, je le disais, ça te parle. On peut y aller si ça te dérange pas. Pas de souci, on y va. Allez, c'est parti. Donc ici, il me semble que c'est CAP chocolatier. Chocolatier, ok. Chocolatier, donc c'est un CAP qui se fait en 1 an. Je crois qu'il y a 13 apprentis. Donc ils font uniquement chocolat et confiserie. Et donc là, ils préparent des chocolats et des nougats, je crois. Et des nougats, oui. Et on a même le droit d'en piquer. Bien sûr. Oui. Alors, avec plaisir. Voilà. Ils sont emballés. Est-ce que c'est important pour vous de vous imprégner de ce qui se passe vraiment à la CMA 57 ? Vous venez souvent dans les laboratoires ? Surtout ici, c'est mon domaine. J'adore traverser les laboratoires. Et en traversant les laboratoires, on voit l'esprit des professeurs, on voit l'esprit des jeunes. Un petit mot qu'on glisse aux jeunes, ça fait toujours du bien. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de belles choses, puisqu'il y a des muffins, des cookies, des gâteaux. Alors, normalement, le principe, c'est que ils ont 3 semaines d'entreprise. Pendant 3 semaines, ils doivent apprendre en entreprise ce qu'ils ont fait à l'école. Quand ils reviennent au bout de 3 semaines à l'école, ils doivent maîtriser tout ce qu'ils ont appris à l'école, en entreprise.
Ce qu'ils maîtrisent pas, ils le refont à l'école. Philippe, je vous propose peut-être d'en savoir un peu plus sur vous et d'apprendre à vous connaître en allant à l'auditorium, un superbe outil. Je vois que vous avez commencé déjà à manger votre nougat, en tout cas on se retrouve à l'auditorium. Et moi aussi, je vais manger le nougat parce que j'ai quand même un petit peu faim à cette heure de la journée. On se retrouve désormais à l'auditorium de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Moselle, toujours avec le président Philippe Fischer. Philippe, c'est vrai que je suis bluffé littéralement par cet outil qui est assez impressionnant, je présume notamment pour accueillir des colloques ou des séminaires. Oui, en effet, Arnaud, nous avons l'habitude ici de recevoir tous les acteurs territoriaux de Moselle, tous nos partenaires et les organisations professionnelles aussi, que l'on accueille gratuitement d'ailleurs pour leur part, et tous viennent ici pour faire leur assemblée générale, comité directeur, formation et événements divers. Alors Philippe, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. C'est l'heure de la première partie de cet entretien, c'est le parcours. Philippe, on va parler un peu de toi, comme je le disais, pour connaître l'homme qui se cache derrière le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Tu es né en 1959, alors si je calcule bien, ça fait 65 ans. Dans un mois, attention, 64 encore. Oui, c'est important. Tu es pâtissier à Uckange depuis 1982, très belle date au passage. Tu as depuis créé 2 autres établissements, à Thionville et à Gondange. Tu es maître pâtissier depuis juin 1987. Tu présidais la Corporation des artisans pâtissiers, confiseurs, chocolatiers et glaciers de Moselle de 1997 à 2023. Tu es également à la tête, attention, on va enchaîner les acronymes, de la CGAD, la Confédération Générale de l'Alimentation en Détail de Moselle, du CICM, le Conseil interrégional des chambres des métiers de la Grande Région, Sarre, Lorraine, Luxembourg, et la SOCAMA, Alsace, Lorraine, Champagne, depuis février 2022. La SOCAMA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société de caution mutuelle qui garantit les prêts des artisans, commerçants et professions libérales. Est-ce que tout est bon ? Tout est bon, oui. Ce qui fait ma fierté un petit peu, c'est que jamais je me suis proposé, à chaque fois on est venu me chercher, que ce soit pour la présidence des pâtissiers de Moselle, tu as rappelé la date, j'ai duré longtemps par faute de candidat pour ma reprise, et puis la chambre de métier, je suis rentré, j'ai l'habitude de dire, comme élu en tant qu'apprenti au bas de l'échelle, et c'est mon 4e mandat aujourd'hui, donc j'ai gravi les échelons jusqu'à aujourd'hui en devenir président, mais à chaque fois c'est sur proposition de personnes qui, je pense et j'estime qui m'ont porté toute leur admiration. Tu l'as dit, tu as tout connu ici à la CMA 57. Tu étais vice-président. Aujourd'hui, tu es président depuis 3 ans puisque tu avais été élu en novembre 2021. Finalement, c'est la suite logique pour toi d'être président de cette belle et grande maison. Ouais. On ne peut pas être président de la Chambre des métiers ou comme toute autre institution sans passer par les épreuves, l'apprentissage d'être élu, parce que surtout la Chambre des métiers, on dépend de notre tutelle qui est l'État, et bien sûr tout est différent par rapport à nos entreprises. Nous, lorsqu'on prend des décisions, c'est des décisions qui sont prises et qui sont actées le lendemain. Ici, ça doit passer, une décision que je veux prendre, doit passer par une commission, un comité directeur, une assemblée générale, validée par l'État, donc la préfecture. Donc c'est tout un système qu'il faut apprendre à connaître, et bien souvent c'est pas évident. Si tu le veux bien, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et si je ne m'abuse, tu n'étais pas forcément prédestiné à être pâtissier, puisque à l'âge de 15 ans et demi, tu te dirigeais vers autre chose, puisque tu avais entamé un BP comptabilité. Exact. Mes parents étaient épiciers. Alors bon, je peux dire la marque, je ne sais pas si je peux dire la marque, ils étaient Petit Unico.
petit unico qui est devenu grand, et à l'âge de mes 15 ans, ils avaient l'intention de prendre, ils ont pris d'ailleurs un Super U. Unico qui s'agrandissait. Et comme moi, l'école, j'étais ni bon ni mauvais, toujours la bonne moyenne 11-12. Ça suffit. J'en faisais jamais plus, j'avoue. Mais je commençais à me lasser de l'école. Et c'est là qu'ils ont vu l'opportunité pour moi de faire des études de comptabilité pour, dans leur idée, les suivre dans leur aventure d'agrandissement. C'était pas forcément ce que tu souhaitais faire, si je comprends bien. À 15 ans, qui peut dire qui souhaite faire ça ou ça, on veut être pompier, on veut être policier, on veut être, mais bon, voilà quoi. Et donc oui, je me suis laissé tenter machinalement comme ça, mais je dois reconnaître qu'au bout de 2 ans, à l'aube de l'examen que j'ai fui de BP, j'ai arrêté mes cours, ce qui n'a pas été évident à annoncer à mes parents. Et finalement, pourquoi la pâtisserie? Je ne sais pas. C'est sur un coup de tête comme ça, une tante qui avait l'habitude de nous faire et qui me prenait avec pour faire des tartes et autres, étant gosse, et bien sûr la gourmandise de la pâtisserie. Donc voilà, tout bêtement, je me suis retrouvé en tant qu'apprenti pâtissier. Justement, apprenti pâtissier à Hayange. Et visiblement, ça n'a pas été de tout repos, si tu me permets cette expression. Ouais, il faut reconnaître que les débuts ont été très très difficiles. Et une anecdote que je dirais, au bout de 15 jours, donc j'ai commencé le 1er août 79, ça marque. Et au bout de 15 jours, j'ai eu le malheur de faire tomber une plaque entière de marbré. Et sans faire attention, le patron qui était derrière a pris la pelle et m'a cassé la pelle sur la tête. Donc, bon, ça serait plus possible aujourd'hui. Hein. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus, j'ose espérer. Mais donc voilà. Et comme j'étais en porte-à-faux avec mes parents, qui avaient été très déçus du fait que j'arrête mes cours de comptabilité, et qui m'avaient dit, tu choisis la pâtisserie, mais je te préviens, t'as intérêt à aller jusqu'au bout. Ils n'étaient pas forcément d'accord par ce choix? Pas forcément d'accord. Ils étaient surtout déçus de ma décision d'arrêter la comptabilité, parce que la suite logique de leur entreprise, tout ça a été remis en cause. Mais la pâtisserie, ils étaient autant surpris que moi. Pâtissier, quand ils m'ont demandé la même chose, pourquoi la pâtisserie? Je leur ai répondu, je vais faire pâtissier. Donc voilà. Mais donc j'ai pas osé dire j'arrête, parce que au bout de 15 jours, quand vous prenez une pelle sur la tête, vous dites, vous sortez des bancs de l'école, vous connaissez pas le monde du travail, vous vous dites qu'est-ce que je fais là, fuyons. Mais bon, donc j'ai continué et puis j'ai tenu le coup 3 ans. Parce que dans ce temps-là, c'était aussi l'apprentissage, 70 heures semaine, et puis c'était pas évident. Et puis voilà. C'est apparu quand même rapidement comme une évidence, hormis le fait de recevoir ce coup de pelle. La pâtisserie et vous, voilà, vous étiez fait pour vous rencontrer? J'ai commencé à en prendre conscience lorsque j'ai passé mon CAP et brevet de compagnon, et où on devait faire une pièce artistique, sucre, nougatine et autres, et où le patron, qui était un très bon patron d'ailleurs, je renie pas ça, et m'a pris en main pendant 3 mois pour m'apprendre à faire de la nougatine, du sucre tiré, enfin des fleurs en sucre et autres, et pour terminer premier de ma promotion au CAP. Et donc qui m'a valu le fait de faire après de poursuivre le concours avec le meilleur apprenti de France à Mulhouse, et ensuite la finale à Nantes. À Nantes, voilà. En Loire-Atlantique. Ouais. Si je te dis que tu es quelqu'un qui ne perd pas de temps, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vois où je veux t'emmener? Oui.
Oui, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait de bonne heure. Le mariage, À 20 ans, par mariage obligation, à 20 ans. parce que je voulais m'installer, et pour s'installer, j'étais avec ma copine dans le temps, hein, enfin que je connaissais depuis quelques années, et donc arrivé chez le banquier, bah oui, mais vous n'êtes pas mariés, c'est ça. Du coup, ni une ni deux, on s'est mariés, et puis pour pouvoir s'installer, donc. Je regrette pas, au contraire. Mais du coup, voilà, installé, en même temps le premier enfant, Pierre, et puis 7 ans après le deuxième, et au bout de 14 ans, je crois, la deuxième entreprise à Thionville. Oui, la première adresse dès l'âge de 21 ans, c'est vrai. C'est Ouais. une belle précocité dans un métier qui le demande parfois, comme tu viens de l'expliquer. On l'a vu dans ton parcours, tu n'es pas quelqu'un qui fuit les responsabilités. Bien au contraire, tu t'es donc engagé très jeune. Tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure. Mais on sent chez toi vraiment cette fibre. Tu aimes ça. Oui, mais c'est comme je disais tout à l'heure, tout est venu naturellement parce que je me suis retrouvé président de la corporation des pâtissiers parce que on me l'a proposé. On était à 3 ou 4 à vouloir la place. On m'a proposé la place vu mon engagement dans la corpo. J'ai pris cette place de président, et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai voulu le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire, lorsque je fais quelque chose, comme dans mon métier, je veux le faire à fond et jusqu'au bout des choses. Et donc, ce qui fait que ça m'a amené à faire agrandir la corporation des pâtissiers. Et puis voilà. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans une institution comme ça, on a affaire à la Chambre des métiers, on a affaire à d'autres présidents, ce qui fait que vous vous faites naturellement un réseau, et puis vous vous faites connaître. Alors, la chose ambiguë, c'est que je suis, et les personnes qui me connaissent vous le diront, je suis quelqu'un de très introverti et à quelque part très timide. J'aime pas aller vers les gens, c'est les gens qui viennent vers moi. Et Ça se voit pas en tout cas. Aujourd'hui, tu es très bien. Je me force, mais c'est un plaisir. Et donc voilà, à force, on côtoie du monde. Et puis le président Pierre Streif, lorsqu'il s'est présenté, a fait appel à moi en tant que président des pâtissiers. C'est là que je suis rentré comme simple élu. Et puis au bout de 4 ans, on progresse. On me propose la place de vice-président, enfin d'abord de secrétaire de la Chambre des métiers, puis vice-président, et puis dernièrement, il y a 3 ans, la place de président. C'est aussi quelque part pour défendre la profession, toutes ces responsabilités. Exactement. Bon, c'est comme j'ai dit lorsque je t'ai accueilli. Quand on rentre dans la Chambre des métiers, on est piqué à l'artisanat. Et j'ai de cesse, et avec mes collègues pâtissiers et ici à la Chambre des métiers, de parler de l'artisanat, de l'artisan. C'est, je veux dire, on l'a en soi. Je conçois pas qu'on puisse acheter ou faire ou je vais dire en grande surface ou autre. Pour moi, comment dire, c'est il faut qu'on passe par l'artisanat et l'artisan. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et quand on l'a, on le défend. Alors que ce soit dans tous les métiers, hein, la boucherie, la boulangerie, l'électricité et tous ces métiers-là, quoi. On sent beaucoup de passion en tout cas dans tes propos. Ça fait 42 ans que tu exerces ce métier fabuleux de pâtissier. Question peut-être toute bête, mais qu'est-ce qui te fait encore courir après 42 ans ? Le métier de pâtissier, comme pratiquement tous les métiers, qui évoluent. Lorsque j'ai commencé il y a 43 ans la pâtisserie, on n'avait pas les mêmes matériaux et matières premières qu'aujourd'hui. Tout a évolué et
j'ai pour habitude de dire que celui qui n'évolue pas recule. Et bien souvent, lorsqu'on fait les visites d'entreprise, parce qu'on a instauré depuis le début de mon mandat des visites d'entreprise, on va en parler dans quelques minutes, tous les mois, et ça me fait mal quand on visite des entreprises qui sont comment dire, en retard. On le voit dans les investissements et autres. Et c'est des gens qui arrivent à l'aube de la retraite et qui se demandent comment ils vont vendre parce que voilà, ils sont plus forcément au goût du jour. En 42 ans, tu as vu vraiment le métier de pâtissier vraiment changer. Qu'est-ce qui a le plus changé selon toi ces dernières années? Parce qu'on voit vraiment une transformation de tous les métiers. Mais dans le tien, quel est le changement le plus profond que tu constates? Les techniques. Les techniques, alors bon, bien sûr, socialement, on n'en est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, à se faire casser des pelles sur la tête, c'est terminé, bien heureusement. Mais des techniques de travail qui font que avec des matériaux, matériels, avec, on travaille bien maintenant avec du laser pour détailler des nougatines, du chocolat et autres, les chambres de pousse qui nous font préparer des choses la veille pour le lendemain, enfin toutes ces choses-là qui font que voilà. Et c'est pour ça que je dis, on est obligé d'avancer dans ce système-là, parce que autrement on reste en recul, quoi. Tu es le 14e président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as exercé, occupé plein d'autres fonctions. Est-ce que celle-là, elle a une saveur particulière, justement parce que tu as connu une trajectoire rectiligne jusqu'à ce poste de président? Ouais. La chose, c'est que lorsqu'on arrive, malgré mes 3 années avant d'élu, et je dirais que je pense que c'est valable pour tous les présidents, lorsqu'on arrive à la place de président, on ne s'attend pas à avoir ces responsabilités-là. Et on est alors je veux dire confronté, c'est peut-être pas le bon mot, mais on est face à un tas de problèmes où bien souvent avec le secrétaire général ou la secrétaire générale, en l'occurrence, à des problèmes qu'on est obligé de résoudre et où parfois on se retrouve tout seul. Et donc c'est pas évident. La Chambre des métiers, c'est quand même une grosse institution. Comme on l'a dit, c'est 190 personnes à gérer avec tout ce que ça comporte. Plus en ce moment l'État qui nous fait un petit peu de misère, donc on est en train de se battre par rapport au financement. Il faut qu'on se batte aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'on est en droit local, donc vis-à-vis des autres départements du Grand Est et national, on n'est pas forcément toujours les bienvenus. Donc tout ça fait que ça nous oblige à prendre conscience que c'est pas toujours facile. Philippe, est-ce que tu es joueur dans la vie? Joueur, j'aime bien prendre des risques. Joueur, non. Non. Parce que, bon, en tant qu'artisan, je sais que 1 franc gagné, c'est difficile à le gagner. Donc, le perdre au jeu, non. Mais prendre des risques au niveau investissement et autres, 43 ans installés, 43 ans de prêt. Si ça peut résumer en 2 mots, mais joueur, non. Alors, on va jouer dans quelques secondes, il n'y aura pas d'argent en jeu, ne t'inquiète pas. Mais avant ça, je vais te proposer d'écouter un message de quelqu'un que tu connais plutôt bien et qui a envie de te poser une question. J'ai une petite question à poser à mon maître d'apprentissage et surtout mon exemple dans ce métier que tu m'as transmis. Aurais-tu un souvenir marquant en rapport avec ton métier à nous partager ? Alors, c'est ton fils Pierre qui aimerait donc un souvenir marquant en rapport avec ton métier qu'il aimerait que tu nous partages. Ok, d'accord. Bah écoutez, j'ai les 2 enfants dedans, Pierre et puis Julien. Pierre,
c'était pas une surprise parce que de tout petit, il était toujours entre mes jambes au laboratoire à donner un coup de main, à vouloir faire. Et puis Ils sont tous les deux dans la profession? Ouais, Julien aussi. Julien qui a 7 ans de moins. Par contre, Julien, lui, c'est autre chose. Lui, c'est venu sur le tard. À chaque fois qu'on lui disait, bah, tu vois, ton frère, il donne un coup de main. Lui, non, il se dérobait. Puis, s'il pouvait éviter le passage au laboratoire, c'était bien. Jusqu'au jour où, à 15 ans ou 16 ans, il nous a annoncé qu'il voulait faire pâtissier. Parce que, bon, l'école, voilà, donc grosse surprise. Bonne surprise. Est-ce que tu... Bonne surprise aussi, mais bon, au départ, on se demande, est-ce que c'est de l'esbrouf ou est-ce que c'est vraiment... et finalement, là, on se rend compte que, ben voilà, aussi bien que son frère Pierre, il est dedans. Là, il vient même de reprendre une boulangerie à son compte. Donc... Est-ce que tu voulais au départ que tes deux enfants poursuivent la lignée des Fischer dans le métier, ou alors au départ tu voulais surtout qu'ils fassent ce qu'ils veulent? On choisit pas. On choisit pas. Donc avec leur maman, on n'avait pas d'a priori. Oui, bon, Pierre, comme je viens de le dire, c'était pas une surprise. On s'y attendait. Donc voilà, on fait avec. Et puis une fois qu'ils sont dedans, ben on fait tout pour les mettre dans le métier, les faire avancer, et puis voilà. Donc et tout ça se fait normalement. Eux, ils sont maintenant voilà bien installés dans leur vie sociale et autres. Donc ça, c'est un plaisir et une belle chose pour nous parents. Alors, pour répondre à la question de Pierre, est-ce que tu as quand même un souvenir marquant, une anecdote qui résume peut-être ta carrière de pâtissier? Une anecdote avec lui ou sans lui, une anecdote qui vraiment résume peut-être ton parcours ou tout ce que tu as fait. C'est vrai qu'avec mon épouse, on a fait tellement de choses en 43 ans que des fois on se met assis et puis on se dit tiens, c'est vrai qu'on a fait ça, mais les choses vont tellement vite et c'est là qu'on se dit une vie c'est long, mais une vie c'est court aussi. Peut-être une rencontre peut-être qui t'a marqué durant toutes ces années, ces 4 décennies. Alors les rencontres les plus importantes, c'est un concert. Alors ça remonte à loin. Hein, c'était RTL qui faisait des concerts délocalisés et un concert organisé sous chapiteau à Metz avec plusieurs artistes. Et donc où on a été conviés avec les restaurateurs à faire la partie cuisine, nous les pâtissiers, la corporation des pâtissiers, à faire les desserts. Et donc là, c'est une vingtaine d'artistes qu'on a vus, et puis de côtoyer des gens importants, dont moi, le président Sarkozy et le président Hollande, puisqu'on a été invité avec tous les présidents nationaux à l'Élysée par le chef de cuisine de l'Élysée. Donc c'est des rencontres qui marquent. Et c'est ce que je dis à des jeunes qui démarrent comme ça, parce que bien sûr j'ai les photos, mais j'ai dit, vous voyez, bien souvent, je dis, vous n'étiez pas bon à l'école, comme moi, 11, 12 de moyenne, et limite à se dire, bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, et le fait de rentrer dans l'artisanat simplement comme apprenti, pâtissier ou autre, en bossant, et puis en se dépassant, on arrive à des situations comme ça, à se retrouver, à parler à un président de la République, à un notable, voilà. Et c'est ce qui fait le charme de l'artisanat aussi. Alors Pierre, t'as posé une question, tu l'as peut-être compris. Julien a également une question pour toi. Je te laisse la regarder. Tu as ressenti quand on t'a dit qu'on voulait faire le même métier que toi? Donc tu en as un peu parlé, qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit donc que Julien et même Pierre voulaient faire le même métier que toi? Tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que finalement il n'y a quand même pas de la fierté
à ce que Si, ils bien sûr. reprennent, comme je disais tout à l'heure, la lignée des fichières dans le métier. Si, bien sûr. Alors la lignée des fichiers, elle est courte. Ça commence par nous. C'est pas une lignée de pâtissier. Mais si, bien sûr. Arriver à. Alors déjà le fait d'être aussi arrivé à tous les deux avoir leur CAP, leur brevet technique des métiers, leur brevet de maîtrise, bien souvent dans les premiers, parce que lorsque au même titre que tous mes apprentis que j'ai eus, j'admets pas, quand je les reçois la première fois avec les parents, je pose tout de suite le tableau, j'admets pas qu'on ait un CAP, un examen, et puis c'est tout. Je dis non, moi je veux que vous soyez dans les 5 premiers du département. Je veux, pour moi, si c'est pour faire l'artisanat, pour moi, si c'est pour faire un simple, c'est pas péjoratif, mais rester toute sa vie ouvrier ou autre, je conçois pas l'artisanat comme ça. Et donc je pousse mes apprentis à aller vers l'excellence. Et donc bien sûr ça passe par du travail. Moi, avec maintenant mes 2 fils, on donne aussi beaucoup aux apprentis, mais le résultat est formidable. Justement, tu en as un petit peu parlé, mais si tu avais un message à donner à un gamin, un adolescent qui se cherche un peu, qui emprunte la voie de l'artisanat et plus particulièrement de la pâtisserie, ça serait quoi? Ça serait la passion, le travail qui paye toujours? Alors moi, ça serait plutôt un message, non pas envers les jeunes, parce que un jeune qui veut faire, qui a le déclic de faire ou pâtissier ou boucher ou autre, c'est une chose. Moi, c'est plutôt un message vers les parents que j'aurai. Ne refusez jamais à votre enfant de faire ce qu'il veut, parce qu'on le voit bien trop souvent. Des jeunes qui arrivent à 20 ans, à 25 ans, qui sont en bac+2, bac+3, qu'on reçoit là, et bien souvent qui nous disent moi je voulais arrêter à 18 ans, mais bon, mes parents, c'était passe ton bac d'abord, et puis une fois que j'avais le bac, va en fac, et puis non, l'artisanat, pourquoi faire un métier? Non, j'aimerais bien convaincre aujourd'hui les parents de laisser faire leurs enfants ce qu'ils veulent, et ils en auront toute satisfaction quand ils verront le jour où ils seront installés, qu'ils viendront déboucher leur évier, parce que bien souvent, si on voit maintenant, vous appelez un plombier, vous attendez 15 jours, et puis tout ce qui s'ensuit. Non, c'est voilà. On voit en tout cas que ton histoire personnelle t'a marqué, Philippe. Alors, chose promise, chose due, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, c'est le jeu. Alors Philippe, je vais te proposer 2 photos sur ma tablette et il ne faut en choisir qu'une et m'expliquer pourquoi. On va commencer tout de suite avec ces 2 photos, avec d'un côté une tarte aux fruits et de l'autre une brioche. Tarte aux fruits ou brioche, et je dois choisir. Exactement. J'aime les deux, mais ma préférence, référence à ma tante, voilà. Mon meilleur dessert, c'est la tarte aux pommes. C'est la tarte aux pommes parce que alors que ce soit feuilleté, brioché ou les pommes avec un flan ou sans rien, et puis légèrement caramélisé. Pour moi, c'est mon meilleur dessert. Est-ce que tu as un dessert favori d'une manière générale? Tu as parlé tout à l'heure tout de suite de cette tarte aux fruits, mais est-ce que tu as quand même un dessert préféré, comme on disait un petit peu dans l'ancien temps, que tu pourrais manger presque sur la tête de quelqu'un? Un bon Saint-Honoré, alors ces anciens gâteaux qu'on a un petit peu perdus, mais qu'on revoit maintenant, qu'on remet au goût du jour, un petit peu, comme on dit maintenant, revisité, un bon Saint-Honoré, un bon Paris-Brest, avec une bonne crème pralinée, avec un praliné fait maison. C'est des classiques, ou même millefeuille, c'est des classiques que j'adore, quoi. Mais bon, alors la petite anecdote, c'est qu'avec l'âge, on a le goût qui change. Et je veux dire que je suis, même si j'adore goûter la pâtisserie, surtout celle des autres, je suis plus salé aujourd'hui que sucré.
Est-ce que tu as quand même, on le dit beaucoup dans la restauration en parlant de plats signature, est-ce que toi tu as un dessert signature dans tes boulangeries? Franchement, une pâtisserie signature, non, mais une spécialité, oui, que je fais depuis mon ouverture, c'est le nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, alors certains vont l'appeler le binestiche, parce qu'on est en Moselle, le binestiche, le streusel fourré, donc c'est le nid d'abeille, une simple brioche fourrée avec une crème pâtissière et dessus des amandes caramélisées au miel, et c'est très très bon. Et puis la preuve, on en vend, c'est notre plus grosse vente, quoi. Ça y est, j'ai faim, Philippe. En tout cas, tu viens de me donner envie. En tout cas, je te propose, si tu veux bien, les deuxièmes photos avec deux pâtissiers très connus, avec donc à gauche Monsieur Michalak et à droite Pierre Hermé. Ok. Et là, je dois choisir. Oui. Alors, c'est deux parcours totalement différents et ils sont très très bons tous les deux, mais l'artisan, c'est l'artisan qui va parler. Je penche pour Pierre Hermé. Alors, parce qu'il a je dois reconnaître que j'en étais quasiment sûr, on s'est pas concerté, mais... Il a le même parcours que moi, il a démarré chez ses parents, et puis apprentissage. En plus, j'ai eu l'occasion de faire un stage avec lui, mais la veille qui commence chez Fauchon, comme chef chez Fauchon, on a fait un concours ensemble à Paris, et concours que lui a remporté. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Mais c'est deux grands monsieur qui ont mis, comme le nôtre en son temps, qui ont mis très bien la pâtisserie en valeur. Justement, pour prolonger cette question, est-ce que tu as eu ou tu as un mentor, comme on dit souvent, qui sert un petit peu d'exemple ou qui t'a servi justement de modèle pour certaines choses? Malgré mes 3 ans difficiles, je dirais tout de suite, sans hésiter, mon patron d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a inculqué les valeurs du travail bien fait, le respect de la qualité du travail, de l'artisanat, et voilà. Et ça, c'est aussi un message à faire passer que j'aime bien faire passer aux employeurs. C'est pour un jeune apprenti, pour un jeune qui se lance dans l'apprentissage, dans le métier, l'apprentissage c'est la base. Et comme dans toutes les formations, même à l'école maternelle, si on vous inculque les bonnes bases, après tout découle tout seul. Et c'est pour ça que voilà, les bases, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors Philippe, on va passer, si tu le veux bien, à la 3e partie de cette émission. C'est l'heure de l'actualité. Je le disais tout à l'heure, Philippe, la CMA 57 est une très belle institution, une institution de proximité. Et tu l'as dit, tu as lancé, c'était peut-être une de tes priorités, tu vas me l'expliquer, c'était de lancer ces visites d'entreprise. Pourquoi finalement ce choix ? C'est tout à fait naturel parce qu'on peut pas parler de l'apprentissage et de l'évolution parler de l'artisanat et de l'évolution de l'artisanat sans en connaître tous les métiers. Et moi, ma préoccupation et mon envie, c'était de rentrer dans les entreprises pour justement voir le travail des entreprises sur le tard et les problématiques de chaque artisan par rapport à leur métier, parce que bon, moi je suis pâtissier, je connais mes soucis, les soucis de la pâtisserie, de la boulangerie, de la boucherie, tout ce qui concerne l'alimentation, bien sûr, mais par contre tout ce qui est autres entreprises comme électricité, carreleur, maçon et autres, bon, je ne connais pas. Et moi, pour bien en parler, il fallait que je rentre dans les entreprises. C'est ce qu'on a mis en place au début du mandat. Une fois par mois, alors on aimerait bien plus,
Et là, j'entends ma directrice de la communication déjà qui dit oula, attention, pas trop, président. Mais une fois par mois, on fait une visite, on consacre une journée où toute la journée on visite des entreprises. En général, c'est 2 le matin, 2 l'après-midi, ou alors 2, 3 l'après-midi. Et là, on voit vraiment les problématiques des entreprises et des entrepreneurs. Est-ce que justement, à chaque fois, tu dresses un bilan de ces visites et qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu constates effectivement des entreprises qui souffrent un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose que l'on sent au niveau national? Est-ce que tu le ressens toi vraiment au regard de tes visites? Alors bon, il y a des entreprises qui vont très très bien. Il y a des entreprises qui vivotent normalement. Il y a des entreprises qui sont très mal. Et bien souvent, on voit les entreprises qui sont très mal. C'est des entreprises qui n'ont pas suivi l'évolution, comme je disais tout à l'heure, de leur profession, du social, et qui sont restés un petit peu en retrait. Et ça nous est arrivé de rentrer dans des entreprises où le patron se retrouvait tout seul dans l'entreprise avec son épouse, avec un salarié, mais avec du matériel obsolète. Et voilà, alors qui est là, qui arrive à une période de sa vie, 45, 50 ans, 55 ans, il a encore 10 ans à faire, ou il sait pas s'il doit investir, s'il doit arrêter, et là, honnêtement, c'est très difficile à voir. Alors, à chaque fois, j'ai le même constat, et je leur dis, parce que quand on arrive chez eux, on leur fait découvrir la chambre des métiers. Et à chaque fois, quand j'ai une instance, une réunion ou autre, je m'efforce de dire, pour n'importe quel sujet, n'hésitez pas à pousser la porte de la chambre des métiers. On est là pour vous épauler en tant que difficulté de financement. Vous avez un projet, on est là pour vous aider. Il existe des subventions. Tous les conseillers sont là. On a 12 conseillers répartis dans le département de la Moselle. Que vous soyez dans le PIO, au Metz, ou que vous soyez que Thionvillois, Metz, jusqu'à Beach, on a des conseillers. Vous avez n'importe quel sujet, vous poussez la porte, vous téléphonez à la chambre de métier, on vous accueille et on vous explique. Et voilà, au niveau des formations aussi, c'est la même chose. Et bien souvent, les gens qui sont devant nous sont étonnés quand on leur dit ça, parce que oui, je savais pas. Et donc ça, c'est une chose qu'on essaie de porter, mais c'est pas évident. Dernière question, Philippe. On l'a vu tout au long de cet entretien, le métier, la profession de l'artisanat est quelque chose de très important en France. Malheureusement, tu vas peut-être me dire le contraire, il souffre quand même d'un déficit de notoriété. C'est pas forcément vers ce métier ou ces branches-là vers lesquelles les jeunes se dirigent. Comment changer justement les mentalités? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des besoins. Vraiment, boucher, pâtissier, poissonnier et bien d'autres, évidemment. Comment changer, et j'insiste vraiment là-dessus, comment changer les mentalités? On essaye. On fait des portes ouvertes, on rentre dans les collèges, finalement, et là on se rend compte là, on est en déficit dans certains métiers. Depuis 2-3 ans, je prendrai pour exemple la boucherie, la poissonnerie, et tout ça, c'est des métiers où on a une crainte pour l'avenir. On espère quand même que ça va aller de mieux en mieux. Pour terminer, peut-être un message un petit peu plus positif, parce que effectivement, je le disais, il y a des attentes, il y a des besoins, et il y a des métiers exceptionnels. Je le disais en préambule, 30 formations dispensées ici à la Chambre de métiers de l'artisanat. Ouais. On a 3 sites, 3 CFA, Metz, le plus gros, Thionville et Forbach. Chaque CFA a, en plus de l'alimentation, a ses spécificités. À Metz, vous aurez la prothèse dentaire, l'électricité. À Thionville, les arts graphiques qu'on a. À Forbach, un pôle d'excellence automobile.
donc carrosserie, mécanique, auto et autres. Donc, pour terminer vraiment de façon positive, chacun peut y trouver son compte, c'est ça que je veux dire. Ouais. Alors je sais pas si on est bien ciblé dans les CIO ou ces choses-là au niveau des collèges, mais il faut pas hésiter à téléphoner ou à venir aux portes ouvertes ou autres, aux chambres et métiers, dans nos chambres et métiers. Et là, les gens sont accueillis et on leur donne des conseils par rapport à leurs envies, par rapport à leur situation. Il n'y a aucun souci. Merci en tout cas beaucoup Philippe pour cet entretien. Je vais pas te raccompagner puisque je vais recevoir tout de suite ta directrice générale, mais je te remercie en tout cas beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps. À très vite Philippe. Merci Arnaud. Bonjour Vanessa. Bonjour Arnaud. La forme? Oui, merci beaucoup. C'est pas chez moi mais presque à force. Donc tu es directrice générale donc de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Moselle. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton rôle ici, parce que tu as un rôle, je pense que tu vas nous l'expliquer, décisif et charnière. Alors je pourrais comparer le rôle à celui d'un chef d'orchestre. L'enjeu, c'est de jouer une partition coécrite avec les élus et de la jouer la plus juste possible. Pour cela, il faut un orchestre. Et notre orchestre ici à la Chambre des métiers, ce sont nos virtuoses, nos experts, nos services, les 200 personnels de la Chambre qui vont jouer cette partition au bénéfice d'un public, nos artisans, nos futurs apprentis pour permettre des créations d'entreprises, le développement de ces entreprises, la transmission, le président en parlait aussi, de cet enjeu majeur, et puis fabriquer également l'artisanat de demain, former des jeunes, leur apporter vraiment des formations de qualité pour leur permettre de faire perdurer cet artisanat, de le faire se développer et de montrer l'image d'un artisanat moderne qui évolue, qui innove même très souvent. On l'a vu tout de suite avec le président et je le sens tout de suite dans tes propos. Il y a beaucoup de passion en tout cas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'artisanat, et c'est pas péjoratif, la plupart des métiers peuvent être des métiers passion? Ce sont véritablement des métiers passion. Quand vous rencontrez les artisans, que ce soit nos élus, mais même sur le terrain, quand vous rencontrez même nos apprentis, on sent que derrière le métier qu'ils apprennent ou le métier qu'ils exercent, il y a quelque chose qui les fait vibrer au quotidien. Et quand vous échangez avec eux, vous-même, vous êtes gagné par cette dynamique qui est la leur. C'est vraiment de très beaux métiers. Ça va au-delà de l'art du geste, parce qu'on oublie de le dire, il y a cet art du geste permanent qui est appris, qui est retranscrit par eux. Et cela, ils le vivent au quotidien. Je dirais que c'est pas des métiers communs. C'est des métiers qui amènent une autre dimension avec beaucoup d'humains derrière avant tout. Je le disais tout à l'heure et tu l'as dit toi-même, le chef d'orchestre, pour orchestrer tout ça, ça doit pas être facile, 200 personnes au quotidien. Comment ça se passe quand même de façon concrète pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages dans tout ça? Alors il faut déjà dire qu'il y a une chance extraordinaire, c'est qu'ici il y a un ADN à la Chambre des métiers, de l'artisanat de la Moselle. Un ADN fort, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que toutes les équipes sont imprégnées. Le président le disait tout à l'heure, on est piqué à l'artisanat quand on rentre à la Chambre des métiers. Et c'est pareil pour les équipes. Elles le vivent au quotidien. Et c'est une émulsion, je dirais, collective. Tous les projets, tout ce qu'on met en place, c'est une co-construction où chacun apporte sa pierre à l'édifice et enrichit, je dirais même, la partition de départ qu'on joue. Et le but, c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce collectif-là, une chaîne complète avec des maillons indispensables les uns avec les autres, et qui donne ce résultat qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire le lien entre les besoins des artisans, les besoins des jeunes qu'on forme, et puis tout ce qu'on est capable d'apporter comme service ou comme formation. On le disait tout à l'heure, il y a un vrai réseau de proximité avec différents sites. Donc là, aujourd'hui, nous sommes ici à Metz, mais également Forbach, Thionville et même Sarrebourg. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai maillage dans le département. Alors là, c'est un enjeu primordial. L'idée, c'est cette proximité qui est aussi dans l'ADN, et c'est de se dire que peu importe l'artisan, peu importe le futur apprenti, partout où il se trouve en Moselle, la Chambre des métiers va l'accompagner dans son projet ou dans son rêve. Et ça ne se peut se jouer que si vous êtes en proximité. Et une proximité qui va amener aussi nos équipes à être au contact du réel, du terrain, des réalités économiques, des bassins de vie, des bassins de formation. Et c'est là aussi qu'on est extrêmement performant dans le service qu'on peut rendre à l'artisanat.
Alors le président Fischer disait tout à l'heure 12 conseillers, je crois qu'il y en a un petit peu plus, hein. Je crois qu'il y en a aujourd'hui 16, mais là aussi c'est pour montrer qu'il y a vraiment une proximité de tous les instants. Oui, tout à fait. On a des conseillers sur les différents territoires. Hein. On s'est calé, on va dire, sur l'organisation territoriale qu'on peut avoir. Et à ces conseillers généralistes d'accompagnement des entreprises, on a aussi des conseillers spécialistes de la création d'entreprises, de la transmission, de la transition écologique, de la transition numérique, parce que c'est important, c'est des enjeux pour l'artisanat. Et tous ces conseillers vont être en capacité d'apporter un accompagnement sur mesure. Quand vous passez la porte, que vous avez le réflexe CMA Moselle, eh bien, vous entrez dans une maison, la maison des artisans, qui va vous accompagner, peu importe votre projet, peu importe l'évolution du projet. Vous allez aller des démarches que vous réalisez, par exemple, pour créer votre entreprise. Je le disais tout à l'heure, jusqu'à la transmission, vos formations, parce que l'artisanat, c'est aussi des artisans qui se forment régulièrement. Le président le disait aussi, on évolue, les techniques évoluent, eh bien, il faut se former. Et tout cela, vous le trouvez à la CMA. L'enjeu, tu l'as dit en préambule, c'est de moderniser peut-être la Chambre. Comment y parvenir? Je le disais aussi avec le président il y a quelques minutes. C'est vrai que l'artisanat souffre malheureusement peut-être d'un déficit encore de notoriété, alors que quand on voit par exemple l'établissement, cet auditorium, on voit que c'est vraiment une maison peut-être centenaire, mais hyper moderne. Alors c'est une maison qui innove sans cesse. Il faut le dire, c'est vrai. On peut dire centenaire, mais quelle belle dynamique pour une centenaire, j'ai envie de dire. Et cette innovation, ça passe, je donne un exemple, par nos formations. Il faut se former aux métiers de demain. Les métiers évoluent. On innove par rapport à ça. On innove également sur les services qu'on peut apporter. Les entreprises, aujourd'hui, ont d'autres besoins. Si on pense à la cybersécurité, il y a 10 ans, on ne pensait pas à la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un enjeu. La transition écologique, on est dedans. C'est un enjeu. C'est un investissement sur l'avenir pour les entreprises. C'est des économies de demain. Tout cela, ça fait partie des évolutions qu'on doit pouvoir apporter. Et on doit pour cela sans cesse se remettre en question, sans cesse regarder le monde qui bouge, parce que l'artisanat, on parle souvent de tradition, on parle du geste un petit peu qu'on transmet, mais derrière ça, il y a un artisanat extrêmement moderne qui performe quasiment tous les jours et qui permet justement de traverser même les crises quand on pense à cet artisanat. On dit, il est parfois un peu méconnu ou mésestimé parce qu'on oublie une chose, on est le premier employeur de France, 2,4 millions d'entreprises, 3 millions d'actifs, tout cela, c'est l'artisanat qui le porte. C'est un vecteur de développement des territoires extraordinaire, c'est un tisseur de liens sociaux qui n'aime pas son artisan de proximité. C'est vrai. Et on en parlera tout à l'heure avec Vincent Nagelschmidt. Le boulanger est peut-être l'artisan de proximité par excellence. Il y a quand même une nouvelle donnée à prendre en compte, Vanessa. L'artisanat, tu l'as dit, est en train de changer en France avec une augmentation entrepreneuriale de 7%. En effet, un entrepreneur sur 4 lance son entreprise dans l'artisanat. C'est assez impressionnant aussi. Alors il y a une belle dynamique parce que on pourrait se dire qu'on traverse quand même les crises depuis un certain nombre d'années et pourtant effectivement on continue à enregistrer des créations d'entreprises. Donc là j'ai envie de vous dire on est très heureux parce qu'on voit qu'il y a cette dynamique, il y a cet engouement pour ces professions. Il y a aussi retrouver du sens. On a des gens aussi en reconversion qui vous disent à un moment donné, moi j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de retrouver de la matière, j'avais envie de créer, j'avais envie de faire plaisir aux autres dans des métiers de service. Mais on a aussi un artisanat qui évolue sur un autre domaine, c'est le type de structure qui se crée. On dit effectivement que ça progresse dans les créations, mais on a 70% des créations depuis 2 ans qui sont en micro-entreprise. Alors, un fabuleux statut, la micro-entreprise, au début, quelle est l'idée originale? Se dire, je crée mon entreprise, je teste mon marché, j'ai donc un statut souple, un peu facile à organiser, et puis après, il faut que j'évolue. Et c'est là tout l'enjeu dans la Chambre, c'est d'accompagner ces entrepreneurs qui viennent de tester leur marché, qui viennent de comprendre qu'ils ont trouvé leur vocation, ça leur plaît. Maintenant, il faut les accompagner dans la suite. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est basculer la micro-entreprise vers un autre statut, un statut qui perdure. On a un pourcentage qui l'illustre. 80% des entreprises micro accompagnées par la Chambre vont passer la barre des 3 années, vous savez, ces fameux 3 années fatidiques pour une entreprise, et vont pouvoir se développer. Tout l'enjeu est là, il faut vraiment qu'on les accompagne parce que on a des pépites d'entreprises qui se créent, ça continue à évoluer, c'est l'avenir de l'artisanat, il faut que ça perdure, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'elles se développent sur leur marché.
À la CMA, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 30 formations dispensées, et il y en a des atypiques. Et on parlait tout à l'heure de modernité. C'est vrai qu'on ne pense pas spontanément à une formation de prothésiste dentaire, et pourtant, c'est le cas à la CMA 57. Alors c'est souvent la grande surprise quand on présente effectivement nos différents CFA. Très souvent, la première remarque qu'on a sur la prothèse dentaire, c'est « Ah bon, c'est pas en dentaire que ça se trouve ». Non, parce qu'on oublie que dans la prothèse dentaire, il y a justement ce geste, cette méticulosité de préparation de la prothèse qui se fait. Et je le disais, on forme les prothésistes dentaires de demain. Pourquoi ? Parce que la prothèse dentaire a évolué. Quand vous venez ici en formation, vous allez être formé à la technique classique avec les alliages que l'on travaille, jusqu'à la technique ultra moderne de la 3D. La 3D a intégré, aujourd'hui c'est extraordinaire, vous voyez une machine, le cliché arrive du dentiste, avec la mâchoire qui est faite, vous la visualisez, ça passe dans la 3D et en quelques minutes, la pièce est réalisée, conforme. Après, il y aura encore le geste, pour poser bien sûr la prothèse et le reste. Mais on voit cette évolution de cet artisanat justement qui part peut-être d'une tradition qu'on a connue, qui a évolué. Nos jeunes qui sortent aujourd'hui sont tout à fait employables sur le secteur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont formés à toutes les techniques qui existent vraiment dans les métiers. On a des professeurs qui ne cessent de se former pour être toujours à la pointe véritablement des métiers qu'ils forment. Je parlais tout à l'heure des métiers en souffrance. Il y a 2 exemples en Moselle, celui de boucher ou celui de poissonnier. Et pourtant, quand on voit par exemple à Metz, il y a de moins en moins de poissonniers, il y a de moins en moins de bouchers. Dernièrement, il y a encore l'ancienne boucherie Humbert qui a fermé. Donc on voit qu'il y a des besoins. Comment on peut expliquer véritablement ces pénuries de métiers alors qu'il y a des besoins réels ? Il faut se dire qu'il y a des cycles. Il y a des cycles dans les métiers. Il y a des métiers qui, par moments, passent par des phases un petit peu plus vides, pour lesquelles il va y avoir un peu moins d'appétence pour la profession. Mais je reste quand même positif sur un point. La boucherie, c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années aussi par l'évolution de la consommation. On a des consommateurs qui vont manger moins de viande, on le sait. On a même d'autres appétences derrière. Et aujourd'hui, on le sait qu'il faut travailler sur l'image de la boucherie, sur l'image de ces métiers de circuit court, connaître ses producteurs locaux. On mange peut-être moins de viande, mais on mange de la viande de meilleure qualité. Et c'est ce boucher-là qui est en capacité de le faire. On discutait avec la Belgique il y a quelques temps, et la Belgique nous disait, il y a 5 ans, ils ont vécu le même phénomène que nous. Une baisse vraiment d'appétence sur la formation de la boucherie. Aujourd'hui, ils sont repartis sur une dynamique, et je pense que cette dynamique, elle est existante à aujourd'hui. La poissonnerie, là, il faut se le dire, on n'est pas dans des régions maritimes. C'est toujours un petit peu plus compliqué lorsque vous n'êtes pas en bord de mer de former dans certaines professions. Mais j'ai un message pour tous ceux, parce qu'on le vit actuellement, qui se reconvertissent. Ce sont des métiers qui emploient, et je peux vous dire qu'on croise des gens, on a croisé des gens notamment dans le domaine financier, qui ont été formés en boucherie chez nous et qui sont extrêmement épanouis, qui ont retrouvé du sens dans leur vie et qui ont retrouvé du sens à travailler justement cette matière. Donc, je serais assez positif sur la suite. J'ai envie de dire, voilà, on a peut-être une période un petit peu de ralentissement, mais en tout cas, on va continuer à travailler avec la profession pour faire que ces métiers perdurent parce que, voilà, il y a des consommateurs derrière, il y a des gens qui attendent des produits de qualité. Vanessa, je vais terminer par la même question que j'ai posée à Philippe tout à l'heure. Il a magnifiquement botté en touche en parlant des parents. Un jeune qui se cherche vraiment à l'âge de 15 ans et qui envisage d'emprunter la voie de l'apprentissage. Quel message tu pourrais lui donner justement ? Eh bien, j'ai envie de lui donner un message extrêmement positif. J'ai envie de lui dire que il va avoir la chance d'apprendre un métier qui va le faire grandir, parce que ce sont des métiers du concret, de la réalité. Les artisans sont vraiment des gens qui ont les pieds sur terre, on peut le dire. Ce sont des gens qui ont à cœur de transmettre. Il n'y a rien de plus beau qu'avoir un maître d'apprentissage qui va vous transmettre des choses, qui va vous faire grandir, qui va vous apprendre l'excellence. C'était dit tout à l'heure. Vous n'imaginez pas le nombre de maîtres d'apprentissage qui rêvent de faire grandir ces jeunes-là. Ils vont exercer des métiers passion, des métiers du quotidien, des métiers où ils vont faire plaisir aux autres d'une manière ou d'une autre. Peu importe le métier artisanal que vous faites, vous apportez quelque chose aux autres. Et ça, je peux leur dire que si à un moment donné, ils se posent la question de la suite, si à un moment donné, ils se disent peut-être, est-ce que c'est la bonne voie ? Oui, parce que c'est une voie qui ne s'arrête jamais. Vous êtes demain apprenti, vous avez votre CAP, vous avez votre BP, mais demain, vous êtes peut-être aussi
chef d'entreprise à la tête d'une entreprise qui réussit. Moi, je peux vous dire qu'ici, on a des parcours d'artisans. Ça force le respect et l'admiration. Donc, j'ai envie de dire à tous ces jeunes, venez même essayer, tester, trouver votre voie et puis faire une belle rencontre parce que souvent, quand on écoute ces jeunes ou même des gens en reconversion, c'est parfois la rencontre humaine avec un maître d'apprentissage et un professeur qui a fait le match et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une superbe vie avec vraiment beaucoup d'épanouissement et beaucoup de passion derrière. Merci en tout cas Vanessa pour cet entretien et puis encore une nouvelle fois beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. Merci Arnaud. Merci beaucoup Vanessa. Et maintenant je vais me diriger pour accueillir Vincent Nagelschmidt, le vice-président de la CMA 57. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. On va s'installer pour l'entretien. Hop. Tu es donc vice-président de cette belle maison qui est la CMA 57. Tu es surtout boulanger de profession. Tu es installé depuis 2006 à l'âge de 24 ans à Monrennes. Et je le disais donc vice-président, c'est un joli CV à l'âge de 42 ans. Merci Arnaud. Effectivement, oui. Alors, j'ai commencé comme boulanger à l'âge de 16 ans avec un CAP en boulangerie au CFA de Thionville, qui a ouvert en 98. Donc, je suis rentré là-haut en 98 avec un CAP de boulanger. J'ai continué avec un bac pro en boulangerie. Après, j'ai fait une maîtrise en cours du soir. Et après, j'ai continué mon parcours dans différentes entreprises de différentes tailles. Et à 24 ans, j'ai décidé de m'installer à Monrennes, en campagne. Alors on l'a vu tout à l'heure avec Philippe, il a connu tous les échelons jusqu'à la présidence de la CMA 57. Mais toi, tu es vraiment un enfant de la CMA pur jus. Oui, alors je suis un pur produit CMA, effectivement, puisque j'ai fait toute ma scolarité quasiment à la CMA. Je suis sorti de l'école en 3e, comme je vous le disais, et depuis, je suis dans cette maison entre Thionville et Metz. Et donc aujourd'hui, je suis vice-président de la compagnie. Donc oui, c'est une fierté, oui, en ayant commencé petit apprenant à 16 ans, oui, d'être aujourd'hui assis ici, c'est plutôt bien. On va parler, si tu le veux bien, de ton autre passion, c'est celui de l'agriculture. Je crois que tu avais de la famille qui travaillait dans ce milieu-là aussi. Oui, alors mes grands-parents étaient agriculteurs. Alors j'aime beaucoup l'agriculture, j'aime beaucoup la terre. J'ai un attachement pour la campagne, c'est pour ça que je suis installé à Monrennes, un petit village de 400 habitants. Et donc j'ai une vraie passion pour l'agriculture et un attachement à la campagne. Et ça se voit au quotidien, puisque c'est vrai, tu le disais, tu es à Monrennes, 400 habitants. Donc c'est vrai que ce parcours, entre guillemets, ou cette passion de l'agriculture, ça te sert au quotidien pour répondre aux attentes des habitants de Monrennes. Alors, mes premiers clients sont des agriculteurs. Mes agriculteurs, c'est ça. Et donc j'ai plaisir à les servir et à travailler avec eux. En essayant d'utiliser le plus possible de produits locaux, en fruits, légumes, laitage ou crème fraîche. Donc dès qu'on peut acheter quelque chose chez les agriculteurs du village ou à côté, on le fait pour avoir une production la plus locale possible et la plus responsable possible. On le disait tout à l'heure avec Philippe ou Vanessa, il y a des métiers en souffrance comme poissonnier, mais on a l'impression que le métier de boulanger, lui, reste, si tu me permets cette expression, encore très bankable. Alors, le métier de boulanger, on a la chance d'être un commerce qui est visité tous les jours par nos consommateurs, puisqu'une baguette, ça s'achète ou un croissant frais tous les jours. Donc, nos clients aiment la boulangerie. Ça reste encore souvent le dernier commerce d'un village. Les bistrots ont disparu, donc il reste encore souvent plus qu'une boulangerie. Donc on a la chance d'avoir cette image un peu meilleure, on est un peu plébiscité par nos consommateurs, c'est vrai. Mais malgré tout, le métier doit quand même avancer. Parce que pour qu'on puisse continuer à former des jeunes dans ce métier, il faut qu'on essaie de rendre notre métier aussi un peu plus sexy. Malgré tout, Vincent, c'est vrai que le métier de boulanger a connu pas mal de vicissitudes ces dernières années, que ce soit le Covid, l'inflation, la crise énergétique. C'est un métier pas sous tension, mais qui vraiment doit se renouveler pour repartir peut-être un petit peu de l'avant. Alors, effectivement, toutes les crises qu'on a pu connaître récemment, comme le Covid ou l'énergie, comme tu dis, a fait que certains de nos collègues ont fermé. Ont fermé parce qu'ils n'arrivaient plus à payer les factures d'énergie ou de matières premières. Mais le métier se réinvente sans cesse. Aujourd'hui, c'est plus forcément que dans la boulangerie
pure, comme dans la vente de baguettes, que le boulanger fait son chiffre d'affaires, mais c'est aussi grâce au snacking. Donc le métier se réinvente, évolue en permanence. Et justement, tu en parles, c'est vraiment le symbole de la société qui mute. Il y a beaucoup de boulangers qui vont vers le snacking. Est-ce que toi aussi, dans un milieu un petit peu plus rural, tu as décidé de passer par là, ou pour le moment, en tout cas, tu restes vraiment sur des produits de tradition? Alors pour ma boulangerie en milieu rural, effectivement, le phénomène de snacking est un peu moins marqué qu'en ville. On a moins de gens qui passent, il y a pas de bureau, il n'y a pas d'école autour de chez moi. Donc ce phénomène de snacking est quand même moins marqué en campagne, mais je vois que chez mes collègues, le seul rayon qui progresse encore aujourd'hui, c'est la partie snacking. Donc ils rivalisent d'ingéniosité, de créativité pour proposer toujours une offre snacking toujours adaptée aux attentes de leurs clients, qu'ils soient véganes, qu'ils soient attentifs à leur santé ou à leur ligne. Et donc, ils proposent des offres pour moins de 10 €. Bien souvent, vous pouvez avoir un sandwich, une boisson et un petit dessert chez un boulanger en ville aujourd'hui. Pour se réinventer, finalement, est-ce que le métier de boulanger ne doit pas continuer à préserver la qualité? Est-ce que c'est le nerf de la guerre, justement, cette qualité, notamment par rapport à ces boulangers que l'on appelle parfois boulangers métro? C'est vrai qu'aujourd'hui, on en distingue de plus en plus. Hein. Tu parlais tout à l'heure du fait que certains boulangers aujourd'hui se lèvent peut-être un peu moins tôt. C'est le cas de ces boulangers métro. Alors que malgré tout, pour avoir de la qualité, il faut préserver ce travail de longue haleine. Alors, la qualité, c'est certain que c'est la seule façon de pouvoir encore se démarquer par rapport à la concurrence. Le consommateur est forcément attentif et prêt à payer un prix juste si la qualité est au rendez-vous. Donc les boulangers qui font des produits de qualité dans leur boutique s'en sortent encore aujourd'hui. Pour arriver à avoir toujours ce niveau de qualité, moi j'encourage mes collègues boulangers à s'inscrire et à participer aux différents concours qui sont organisés par la Fédération des boulangers ou par la CMA. Parce qu'on voit bien que les concours font monter le niveau. Vous avez l'occasion de venir, vous échanger avec d'autres collègues, d'autres meilleurs ouvriers de France, et votre niveau de qualité va forcément se ressentir dans votre boutique par la suite. Pour venir sur la question du boulanger métro, comme vous me dites, c'est un phénomène qu'on constate nous aussi, mais on peut pas dire un boulanger métro, puisque de toute façon, pour pouvoir revendiquer le titre de boulanger ou l'appellation boulangerie, il faut pétrir et façonner son pain tous les jours dans son fournil. Donc cette partie de ce que tu qualifies de boulanger ne rentre pas dans notre champ. Oui, pour toi, un boulanger qui utilise métro n'est pas un boulanger. C'est ça pour résumer. C'est même pas moi qui le dis, c'est un décret de 93 qui dit que pour être boulanger ou avoir une boulangerie, il faut pétrir son pain chaque jour dans son fournil et le cuire sur place. Donc non, effectivement, si quelqu'un achète ses produits chez Métro et les revend dans sa boutique, c'est pas un boulanger, non, c'est un épicier qui vend un produit de consommation qui s'appelle du pain. Je l'ai posé tout à l'heure la question à Philippe. Est-ce que toi, dans ta boulangerie, tu as un produit signature? C'est-à-dire que les gens font peut-être la queue devant ta boulangerie pour venir chercher un produit en particularité. Je sais que ta baguette est excellente, mais est-ce qu'il y a un autre produit ou est-ce que c'est vraiment la baguette? Alors, je n'ai pas de produit phare comme Philippe qui vous a visiblement mis l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, merci. Ouais, je ne tiens plus. Hein, l'eau à la bouche avec son nid d'abeille. On n'a pas ça à Monrun. On fait aussi des nids d'abeilles, mais qui ne peuvent pas rivaliser avec ceux de Philippe. Nous, on fait des produits courants de boulangerie, baguettes, croissants. Après, nos gâteaux normaux. On n'a pas de spécialité signature comme Philippe aujourd'hui. Vincent, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, que tu ne lis pas encore dans la mare à café. Mais comment tu vois finalement la boulangerie en 2050? Ah, c'est une question qui est assez difficile à répondre. Comme tu le dis, j'ai pas de boule de cristal, effectivement. Il y a 10 ans, j'aurais pensé, bon nombre de mes collègues le pensaient, que les machines à pain remplaceraient peut-être nos vendeuses, notre service client qu'on avait au magasin, et que ça allait devenir la façon de consommer du pain aujourd'hui. 10 ans après, on remarque bien que les machines à pain n'ont pas pris le dessus sur les magasins. Au contraire, les machines à pain commencent à disparaître.
Donc la boulangerie en 2050, c'est difficile à dire. Tout ce que je sais, et c'est ce que j'ai pu constater durant ma carrière, c'est que la boulangerie, entre autres, et comme tous les métiers de l'artisanat, n'ont fait que s'adapter et savent s'adapter, se réinventer quotidiennement pour répondre aux attentes des consommateurs et pouvoir continuer à exister, à créer des emplois et à être présents dans des plus grandes villes jusqu'aux plus petits bourgs, comme celui où je suis. Pour prolonger la question, comment tu vois la chambre de métier et de l'artisanat de Moselle en 2050? Là, c'est pareil, c'est très difficile à savoir comment que ça sera en 2050. Elle a déjà beaucoup changé ces 20 dernières années, ou depuis 98 quand j'y suis rentré. Je suis pas capable de savoir comment elle sera en 2050. Tout ce que je sais, c'est que aussi longtemps qu'il y aura des artisans qui dirigeront cette maison, on la défendra et ça restera la maison des artisans. Avec un rôle, forcément pour toi, qui est un enfant de la CMA. Oui, donc on va préserver cette maison, son identité, et on va faire que cette maison continue, qu'en 2050, on puisse la transmettre à notre tour, au moins dans l'état dans lequel on nous l'a donné. Merci beaucoup, Vincent, pour cet entretien. Et je te dis à une prochaine fois. Merci à toi. C'est déjà, malheureusement, ça passe très très vite, la fin de cette émission en partenariat avec la semaine Metz-Thionville-Moselle et la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, mais je sais que vous êtes très gourmands, moi j'ai très faim. On se quitte avec de nouvelles très belles images de la CMA 57. À très vite, bye bye.